Monsieur Klackner, bonjour. Bonjour, Aujourd'hui, on se voit pour parler des modalités de financement des cabinets dentaires. d'accord. Et donc, j'aurais souhaité parler avec vous du crédit bail, leasing, prêt, autofinancement, allocation, ce que vous en pensez, quels étaient les avantages et les inconvénients de ces techniques. D'accord. Je vous écoute. Alors en fait, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'un professionnel de santé, au cas particulier, souhaite investir, il a plusieurs solutions qui s'offrent à lui. La première, la première à l'esprit, c'est l'autofinancement, c'est-à-dire disposer de la trésorerie pour acheter cash et comptant un matériel. La deuxième solution, c'est le recours à l'emprunt, c'est-à-dire que je vais me porter acquéreur de ce bien matériel et je vais le financer donc par recours à un emprunt que je rembourserai en fonction de la durée la plus intéressante pour moi, du taux d'intérêt le plus intéressant pour moi. Troisième solution, c'est le recours au crédit bail. Alors le crédit bail est différent du recours à l'emprunt dans la mesure où je suis dans un système de financement de location avec la possibilité de me porter acquéreur à la fin de la durée de location du bien. Et quatrième solution, c'est la location pure et simple. Donc le choix du mode de financement est fonction de la situation personnelle du professionnel. Ok. Est-ce qu'il y a une différence entre un crédit bail et un leasing? Alors non, quand on parle de crédit bail et leasing, c'est la même chose. Le crédit bail, donc je le rappelle, c'est un contrat donc, qui est souscrit par le professionnel, qui n'est pas propriétaire du bien, qui s'engage à le louer pendant une période qu'il a négocié, discuté et qui lui convient d'un point de vue de financement, c'est-à-dire en termes de décaissement de trésorerie, avec la possibilité à la fin de ce contrat de se porter acquéreur et donc de devenir propriétaire de ce bien. Après, il a la possibilité de renoncer à lever l'option d'achat et à ce moment-là, il n'aura, entre guillemets, que payer l'allocation de ce bien. Donc, dans le cas où on lève une option d'achat, si si l'organisme qui finance est différent de l'organisme vendeur, comment ça se passe? Alors non, souvent c'est pas comme ça que ça se passe, c'est-à-dire que quand je souscris un contrat de leasing, je le fais avec un établissement financier soit spécialisé, sachant que dans le domaine dentaire, il y a des compagnies financières spécialisées, soit avec ma banque traditionnelle. Toute la durée du contrat se passe avec ce même établissement financier. D'accord? Et si vous levez l'option, l'établissement financier va racheter le bien, comment ça se passe? Non, si je lève l'option, c'est moi qui rachète, qui deviens propriétaire de ce bien. D'accord? Donc ça veut dire que j'ai décaissé la valeur résiduelle qui était prévue au contrat. Il y a une mutation de propriété, c'est-à-dire que ce n'est plus la société de financement qui est propriétaire du bien, ça devient le professionnel. À charge pour moi, soit de continuer à utiliser ce bien sans avoir de loyer à payer, soit éventuellement de le céder, d'accord, de dégager à ce moment-là une rentrée de trésorerie et de réinvestir dans un nouveau matériel. Par rapport à ce que vous venez de dire, il y a deux questions qui viennent. Premièrement, quand vous le cédez, quelle est la valeur comptable du bien? Alors, c'est tout bête. La valeur d'entrée dans la comptabilité du professionnel est la valeur de rachat prévue au contrat. D'accord? Donc si j'ai prévu une valeur résiduelle de 1 euro, ça veut dire que mon bien, je l'acquiers comptablement 1 euro. Si maintenant ce même bien qui valait 1 euro, je le recède, admettons 5 000 euros, je devrais dégager, constater et dégager une plus-value de 4 999 euros qui sera soumis à impôt sur les plus-values. Donc, est-ce qu'il y a systématiquement un impôt sur les plus-values Oui. dans le cas de crédit, d'un crédit bail à la Alors, cession? Ou est-ce qu'il y a... dès lors que alors, qu'est-ce qu'on entend par plus-value? La plus-value, c'est la différence entre le prix de cession d'un bien qui était inscrit à mon actif et le prix que je l'ai acquis. D'accord? Si jamais j'avais une entrée de mon bien à la valeur résiduelle 1 euro et que je le recède
pour 1 euro, je n'ai pas de plus-value. Et est-ce qu'il y a des cas où c'est possible d'échapper à la plus-value en utilisant le leasing? Est-ce qu'il y a des cas particuliers sans forcément lever l'option? Alors, il y a deux réponses à votre question. La première, c'est que soit je constate une plus-value et aujourd'hui j'ai des dispositifs fiscaux qui me permettent d'être exonéré de la plus-value que j'ai constatée si je remplis un certain nombre de critères, à savoir principalement pour les professionnels de santé l'exercice d'une activité depuis plus de 5 ans et des recettes qui sont inférieures à 90 000 euros. Si dans ce cadre-là, j'étais en constatation d'une plus-value, je peux revendiquer une exonération totale d'impôt sur le revenu et de CSG. Ça, c'est la première chose. Donc attendez, reformulez bien exactement. C'est dans quel cas exact? Je suis professionnel de santé, j'ai acquis un bien en valeur résiduelle, je le revends, donc je constate une plus-value, j'ai un niveau de recette professionnelle qui est inférieur à 90 000 euros, j'exerce mon activité depuis plus de 5 ans, je peux demander à bénéficier d'un régime exonératoire de la plus-value. Donc ça peut être pour les jeunes installés, ça peut être Exactement. Intéressant. Et donc quand vous parlez du BNC. Oui. Ok. Donc la deuxième question qui me venait, c'était par rapport, qu'est-ce qui se passe si à la fin d'un leasing, on ne souhaite pas acheter le bien? Alors, si je ne souhaite pas acheter le bien à la fin d'un leasing, ça veut dire que c'est la société qui me l'a financé, qui en était le propriétaire, qui récupère le bien. Donc là, j'ai l'obligation, si je veux poursuivre mon activité, c'est de me porter acquéreur ou de recontractualiser un nouveau leasing pour un nouveau bien. Dans le cadre d'un fauteuil dentaire, ça imposerait le démontage. Oui. Est-ce que vous avez déjà eu des cas comme ça? Non, je n'ai pas eu le cas, mais effectivement, si je ne lève pas l'option d'achat ou que je souhaite le remplacer, effectivement, il faudra gérer le démontage de l'investissement du fauteuil. Okay. Et l'organisme de financement va reprendre le fauteuil? Oui. Et eux, ils vont le revendre très certainement sur un marché de l'occasion à d'autres praticiens. Ok. Donc, est-ce qu'il y a des avantages et des inconvénients? Est-ce que vous pourriez expliquer les avantages et les inconvénients de choisir un leasing par rapport à un prêt ou par rapport à une location? Alors, il y a trois questions à se poser. La première, c'est la chose suivante, c'est que si je décide d'acquérir un investissement donc, matériel type fauteuil, mais ça pourrait être aussi une radio panoramique, ça pourrait être aussi des lasers, ça pourrait être aussi des matériels spécifiques. Si je me porte acquéreur, donc j'en ai la propriété et que je demande à mon banquier de me faire un emprunt, si vous voulez, je dois partir sur un amortissement économique de ces biens qui est fonction de la durée d'utilisation. Je m'explique, on va considérer qu'un fauteuil, je vais l'utiliser 5 ans, 6 ans, 7 ans. Ça veut dire que ce fauteuil, comme j'en suis propriétaire, je devrais amortir la valeur d'achat sur 5 ans à 7 ans. D'accord ? Je me permets de vous couper parce que moi j'ai déjà cherché. Et par exemple, un fauteuil dentaire, la durée d'amortissement, ça peut être de 3, je crois, à 7 ou 8 ans. Comment on peut choisir ça? Est-ce que ça peut être qualifié selon nos choix? Alors, l'administration fiscale là-dessus a émis des positions très claires, c'est-à-dire qu'elle fixe des fourchettes de durée d'utilisation qu'elle considère comme normales, entre 5 ans et 7 ans. C'est pas pareil quand même. Comment? C'est pas pareil en termes d'amortissement comptable. Non, non. Mais derrière, je peux y déroger au cas particulier d'un professionnel à la condition que je puisse apporter la preuve que j'en ai par exemple une utilisation beaucoup plus intensive que la normale, et à ce moment-là, si c'est le cas, je pourrais revendiquer une durée d'amortissement qui sera plus courte, par exemple 4 ans. À l'inverse, si j'estime que je veux, entre guillemets, l'utiliser sur un plus grand nombre d'années, c'est-à-dire 7 à 10 ans, je peux très bien effectivement générer des amortissements sur 7 à 10 ans parce que je considère que j'aurai une utilisation qui sera beaucoup moins intensive que ce qui est prévu dans la normalité. Ce qui est quand même plus intéressant, c'est de diminuer la durée d'amortissement comptable. Alors, ça, c'est ce que vous pensez. Après, chaque cas est particulier. Le choix de l'amortissement et aussi le choix du professionnel
en raison de son niveau d'activité. Vous pouvez avoir des professionnels qui travaillent beaucoup, toute la journée, qui travaillent 6 jours sur 7, etc. Donc qui auront une utilisation beaucoup plus importante. À l'inverse, vous avez des professionnels qui, pour raison personnelle, ne peuvent très bien travailler qu'à mi-temps ou 3 jours par semaine et qui forcément auront donc un recours à une utilisation de leur matériel qui sera beaucoup moins intensive que le premier cas. Souvent, on pense que le leasing, c'est beaucoup plus cher que le prêt. Est-ce que vous pourriez expliquer l'avantage de faire un leasing ou l'avantage de faire un prêt, parce qu'on n'a pas encore évoqué le prêt? Alors, le prêt, comme j'ai dit, c'est la solution de simplicité. Pourquoi? Parce qu'on sait à l'avance qu'on va partir sur une durée de financement prévue. D'accord? On sait le montant des échéances qui sont fixées dans le contrat. Et donc, on a une grande visibilité en fonction d'abord de sa trésorerie qu'on doit connaître et de son utilisation normale. Le crédit bail est un peu particulier dans le sens où il va offrir une plus grande souplesse. Pourquoi? Parce que le crédit bail va me permettre soit de raccourcir ma durée de financement en disant pour un tel bien, moi je suis capable de le payer sur 4 ans ou 5 ans, alors que si j'étais sur un emprunt, vous pourriez très bien dire, je peux faire un emprunt sur 4 ou 5 ans. D'accord? Mais l'intérêt du crédit bail, c'est que ça va me permettre de pouvoir générer des loyers qui vont pouvoir être déductibles en intégralité de mon bénéfice et donc générer ainsi une économie de charges sociales. Si je suis en BNC, profession libérale, je rappelle que je suis imposé aux charges sociales et à l'impôt sur le revenu sur le bénéfice que je dégage. Et le bénéfice est la résultante du chiffre des honoraires que j'ai encaissés, moins des charges que j'ai décaissées. Et donc le leasing va me permettre d'augmenter, entre guillemets, artificiellement mes charges et donc de générer une baisse de mon bénéfice. Qui dit baisse de bénéfice dit génération d'économies de charges sociales et génération d'économies d'impôt sur le revenu. D'accord? Donc, déjà, je vous écoute. Sachant quand même que si je suis dans une optimisation de ma durée de financement par crédit bail, ça veut dire quand même que je suis capable, moi en tant que professionnel de santé, de gérer ma trésorerie, c'est-à-dire de ne pas, entre guillemets, consommer toute la trésorerie que j'ai dégagée à titre personnel. Donc, deux parenthèses. C'est quand même important d'avoir de la trésorerie. Oui. Parce que ne pas avoir de trésorerie, c'est quand même un coût d'opportunité. Oui. C'est-à-dire qu'on a des occasions qu'on pourrait louper. Oui. Et donc, il vaut mieux éviter d'y toucher, en général, si on peut. Oui, mais encore une fois, la gestion de la trésorerie, pour bien connaître ce secteur-là, je rappelle quand même qu'un professionnel libéral, son revenu est constaté par son bénéfice. D'accord? Dans la plupart des cas, le bénéfice, donc qui se transforme en trésorerie, c'est-à-dire les recettes moins les dépenses, est appréhendé par le professionnel, c'est-à-dire qu'il utilise l'intégralité du bénéfice pour ses besoins personnels. Là où on peut avoir un réel intérêt à choisir du crédit bail, par exemple sur des périodes courtes, c'est dans l'hypothèse où j'ai un professionnel qui va être capable de générer un bénéfice, mais ce bénéfice, il ne va pas forcément l'appréhender en totalité pour vivre. Ce qui veut donc dire, c'est qu'il va générer de la trésorerie professionnelle. Et cette trésorerie professionnelle, je vais pouvoir l'affecter et l'utiliser au financement d'un bien par crédit bail sur une durée beaucoup plus courte. Donc, ce que vous voulez dire plus simplement, c'est qu'il faut faire quand même attention au type de structure juridique, à savoir que ça c'est un BNC. En fait, il n'y aura pas de possibilité de générer de la trésorerie parce qu'elle sera entièrement prise en charge dans le calcul des charges sociales et de l'imposition. Oui. À la différence, par exemple, d'une CELARL, où la personne, elle aura plus de trésorerie et donc il n'y a pas forcément intérêt à générer beaucoup de trésorerie dans un BNC. Là, on parle du professionnel libéral imposé en BNC. Maintenant, si je me transpose dans l'univers de la CELARL, je rappelle que la CELARL, on n'est pas BNC, on est gérant d'une société d'exercice libéral, que ce gérant est rémunéré moyennant le versement d'une rémunération mensuelle, d'accord, et que forcément, si vous voulez, l'appréhension d'un financement crédit bail en CELARL va quand même mécaniquement avoir un impact de trésorerie dans la CELARL et que si je prends une durée plus courte de financement
par Crédit Bail, peut-être que mon professionnel de santé aura, entre guillemets, l'obligation de minorer ses prélèvements mensuels de rémunération de gérance. Et donc on revient sur la notion de bien faire la différence entre les besoins de trésorerie personnelle d'un professionnel de santé et la trésorerie qui est générée par l'activité professionnelle. Ok. Donc, il y a une chose que j'aurais souhaité préciser. En fait, l'amortissement comptable, c'est quelque chose qui est vraiment utilisé pour un actif qui est possédé par la société. Ça veut dire que dans le cadre d'un leasing, on ne parle pas d'amortissement comptable, on parle de durée variable. Alors, dans un leasing, on va parler de loyer déductible. D'accord ? Et donc, encore une fois, le montant des loyers est fonction de la durée du contrat de leasing. D'accord ? On peut aller plus loin que ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut très bien envisager d'acquérir un matériel professionnel. On va parler du fauteuil dentaire. Mon professionnel pourrait très bien dire moi, j'ai de la trésorerie. Est-ce que je n'ai pas intérêt à faire un loyer majoré la première année ? D'accord ? C'est-à-dire à créer des charges plus importantes la première année, de sorte à réduire mon bénéfice imposable qui me permet une économie de charges sociales et une économie d'impôt sur le revenu. D'accord ? Mais encore une fois, si je fais un loyer majoré, je dois répondre à deux questions. La première, c'est comment je justifie, entre guillemets, ce loyer majoré. Et là, encore une fois, je peux me justifier sur les modalités d'utilisation de mon fauteuil. Et deuxièmement, quelle est ma capacité de trésorerie disponible qui me permet d'envisager de moduler ou pas mes loyers de remboursement du Crédit Bail. Donc, alors, tout ça pour expliquer qu'il n'y a pas d'amortissement comptable. En Crédit Bail, non. Ok. Par contre, il y en a un dans le cadre du prêt. Si je me porte acquéreur de mon bien et que je le finance par emprunt, je vais devoir constater d'un point de vue fiscal un amortissement économique, c'est la dépréciation. Et là, je vais dire, moi je l'amortis sur 4 ans, sur 5 ans, sur 6 ans. Ça va dépendre de la justification économique et de son utilisation, sachant que l'amortissement économique peut être différent, la durée d'amortissement économique peut être différente de la durée de remboursement de mon prêt. Donc, en gros, ce que vous expliquez, c'est que dans un prêt, on est obligé de corréler la déduction et la durée de prêt. Oui. Ça veut dire que si on fait un prêt sur 6 ans, on doit faire un amortissement comptable sur 6 ans. Non, justement non. Je peux m'éloigner de ça, c'est-à-dire que je dois avoir un raisonnement fiscal, c'est-à-dire combien je déduis d'amortissement. Ce raisonnement fiscal peut être différent du raisonnement financier qui, lui, est de dire sur quelle durée je vais payer mon bien. D'accord ? Sachant qu'effectivement, certains banquiers ou certains financiers ont tendance à caler la durée du financement par emprunt sur la durée d'utilisation du bien de manière économique. Le fait de ne pas caler, ça a des impacts sur les flux de trésorerie. Oui, tout à fait. Quand même important. Oui. Et donc ça pourrait être... Est-ce que vous pensez qu'il faut jouer là-dessus ou pas du tout? Est-ce que vous pouvez expliquer quel impact ça a sur les flux de trésorerie, le fait de décorréler l'amortissement comptable et le remboursement des échéances de prêt? Alors, deux questions, vous posez deux questions. La première, je vais dire, c'est que chaque situation est unique, c'est-à-dire que chaque professionnel doit choisir son mode de financement en fonction de son mode de vie professionnelle. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, si je choisis une durée d'amortissement courte, d'accord, parce que je considère que je vais être dans une utilisation plus intensive que la normale, rien ne m'empêche d'avoir une durée de financement plus longue et qui fait que quand j'aurai fini comptablement et fiscalement d'amortir mon bien, j'aurai un bien qui comptablement vaudra 0, puisqu'il sera complètement amorti, alors que j'aurai encore une dette à rembourser. Et cette dette, en fait, c'est de l'argent perso, en fait. Cet argent-là, il sera... c'est une dette professionnelle, attention, c'est un emprunt qui est inscrit au passif du bilan du professionnel de santé. C'est non déductible.
Alors non, ça sera toujours déductible. Simplement, chose importante, c'est que j'aurai une situation patrimoniale professionnelle qui sera un petit peu atypique, puisque derrière, j'aurai à l'actif de mon bilan professionnel un bien qui est complètement amorti, c'est-à-dire qui vaut zéro, alors que je n'ai pas encore fini de rembourser ma dette au banquier. Donc, si après je dois refaire un investissement, je me mets peut-être en porte-à-faux d'un point de vue communication financière vis-à-vis d'un établissement bancaire. Mais ça peut permettre les premières années de diminuer fortement son BNC. Oui, ça a un impact sur mon résultat. Ok. Alors, j'ajoute, parce que ça, on n'en a pas parlé, l'avantage aussi du crédit bail par rapport à l'acquisition et le recours à un emprunt, c'est-à-dire que le crédit bail est aussi un investissement qui est hors bilan. C'est-à-dire qu'il n'y figure pas en tant qu'actif professionnel, mais je n'ai pas non plus de dette professionnelle inscrite. Donc derrière, si j'ai un crédit bail et que je veux me porter sur un nouvel investissement, j'aurai peut-être plus de facilité à obtenir cet investissement que si j'avais, j'irais déjà des dettes financières inscrites à mon bilan en tant que, propriétaire de mon bien. Donc vous voulez dire qu'en fait le fait d'avoir un crédit bail, ça augmente la capacité d'emprunt de la structure. Ça, c'est pas que ça augmente, c'est que après tout dépend de la durée, mais ça présente une image qui est plus entre guillemets rassurante vis-à-vis d'un banquier. Mais encore une fois, le banquier de toute manière ne regardera pas que ça dans l'expertise de son dossier. Il raisonnera, on en a déjà longuement parlé, Monsieur Salomon, il raisonnera également en termes de flux financiers, c'est-à-dire de capacité à générer du cash. Et cette capacité de trésorerie est bien entendu fonction de la durée des financements de crédit bail ou d'emprunt que j'ai décidé. Et donc aussi l'autre avantage du crédit bail, c'est un peu la décorrélation entre l'amortissement Oui, et le remboursement Oui. des échéances de crédit bail, et aussi la possibilité en fait de céder le crédit bail contre un autre crédit bail. voilà. Alors, le crédit bail, effectivement, alors je ne vais pas le dire comme vous, c'est que le crédit bail peut être aussi un mode d'investissement judicieux dans la mesure où je finance des biens qui ont une évolution technologique rapide. C'est-à-dire que là, on parle d'un fauteuil dentaire, mais on pourrait considérer que vous avez certains matériels qui, tous les 3-4 ans, bénéficient de grandes innovations. Et donc, il est plus simple, si moi je veux toujours être, je veux dire, performant dans l'utilisation de mes outils, de choisir le recours au crédit bail, de sorte que, à la fin de mon contrat de crédit bail, je puisse repartir sur un nouveau contrat, mais surtout avec un nouveau matériel qui, technologiquement, en termes d'innovation, sera peut-être beaucoup plus intéressant que le précédent. Mais il y a un peu une subtilité comptable dans le sens où il est possible de négocier au début du crédit bail la valeur, Oui. La valeur de rachat. la valeur de rachat à la fin du contrat. Ça peut être 1 euro, mais ça peut être beaucoup plus. Voilà. Et que cette valeur de rachat peut être passée en charge dans le cas de changement d'un crédit bail l'année où il y a ce changement. Oui, alors en fait ce que vous dites, c'est, je vais le résumer la chose suivante, c'est que quand je souscris un contrat de crédit bail, la règle générale, c'est que la valeur résiduelle souvent est fixée entre 6 et 7% de la valeur du bien. D'accord ? Maintenant, pour des problèmes de trésorerie personnelle, le professionnel peut très bien décider de dire moi je veux que ma valeur de rachat elle soit un peu plus élevée, ou moi je souhaite que ma valeur de rachat soit un peu moins élevée. Et donc la fixation de la valeur résiduelle du contrat aura mécaniquement un impact sur le montant des échéances pendant la durée du contrat. À l'issue de son contrat, traditionnellement, quand le professionnel de santé renouvelle son investissement, il est de coutume, d'accord, que le professionnel rachète à la valeur résiduelle le matériel précédent, qu'il le cède à la société de financement qui va le reprendre et que le prix de cession soit, entre guillemets, transformé en loyer majoré la première année ou en tout cas lorsque le nouveau contrat de crédit bail se met en route. Ce qui a pour un intérêt quand même fort, c'est que sans consentir de sortie financière, puisque c'est une opération de j'achète et je revends
et tu me redéduis en loyer majoré. Donc, sans avoir de conséquences de flux financiers, je vais pouvoir générer un premier loyer majoré qui, au final, ne me coûte rien. Et donc, me permet de générer une économie de charges sociales et d'impôts sur le revenu, puisque ça impacte mécaniquement mon résultat libéral. Deux choses à savoir là-dessus, c'est que l'administration fiscale a essayé de contester ces loyers majorés. Aujourd'hui, il y a une jurisprudence qui nous précise que le loyer majoré est accepté à la condition de pouvoir justifier, si vous voulez, d'une utilisation entre guillemets normale, voire plus intensive que, une utilisation, je vais dire, linéaire sur plusieurs années. Sauf si c'était négocié dès le début Oui, avec l'organisme de financement. mais souvent c'est comme ça que ça se passe. Ok, donc il n'y a pas forcément besoin d'avoir une utilisation intensive. Non, ce qu'il faut, c'est pas non plus faire un loyer majoré qui va représenter 50% du contrat. On sait à peu près quel pourcentage. C'est au cas particulier parce que tout dépend du résultat du professionnel. Okay. Alors sachez quand même que la chose suivante, c'est que tout ce qu'on évoque là sur les investissements matériels, ça peut s'appliquer aussi par exemple sur des véhicules. Hein. Ça peut être aussi sur des investissements plus larges que le fauteuil dentaire. Bien sûr. D'accord ? Est-ce qu'il y a des choses que vous pensez qu'on n'a pas évoquées dans le cadre du financement par crédit bail et par prêt? Oui. Une dernière chose à savoir, c'est que le crédit bail peut être plus avantageux. Par contre, attention, il ne faut surtout pas avoir de défaillance pendant la durée du remboursement. D'accord ? Si jamais vous aviez une défaillance, c'est-à-dire qu'un professionnel ne paye pas ses mensualités, ses échéances, il est prévu contractuellement que, 1, le contrat de crédit bail va s'arrêter, que 2, le professionnel de santé ne sera pas propriétaire du bien puisqu'il restera propriété de la société de financement, mais surtout que la société de financement va mettre en recouvrement l'ensemble des mensualités qui restaient à payer. C'est-à-dire qu'on va demander au professionnel d'aller au bout du contrat de crédit bail alors qu'il n'en a plus l'utilisation, qu'on lui a même retiré. Donc il y a un risque financier qui peut être important s'il est mal évalué, mal mesuré et mal calibré avec l'utilisation professionnelle au sein du cabinet médical. C'est très important. Très important. Il y a une question que je n'ai pas évoquée, c'est en fait qu'il ne faut pas penser purement en termes de cash flow par rapport aux mensualités d'un prêt ou d'un crédit bail. Il faut aussi penser, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, mais c'était un peu sous-entendu dans vos propos, qu'il y a une réciprocité, en fait, du coup, en cash flow perso, oui, par rapport tout à fait. Aux charges et à l'IR. Est-ce que vous pourriez expliciter ça de manière plus claire ? Oui, alors je rappelle, mais ça on en avait déjà parlé sur les systèmes d'imposition, c'est qu'aujourd'hui, un professionnel de santé en BNC, c'est-à-dire en libéral, il est imposé sur le bénéfice. D'accord ? Donc ce bénéfice, il est la résultante de flux de trésorerie. Les flux de trésorerie des encaissements que j'ai constatés, moins les décaissements que j'ai réalisés. À partir du moment où je vais avoir un impact sur les durées de contrat de crédit bail ou les durées d'emprunt, mécaniquement, ce bénéfice, il va varier. Et là où j'en viens, c'est que si je fais effectivement une option de faire des leasings sur des durées courtes, mécaniquement, puisqu'on l'a vu, les loyers sont déductibles, mécaniquement, mon bénéfice va chuter. Et si mon bénéfice chute, ça veut dire que mes charges sociales, URSSAF, la Carchidan, d'accord, principalement, ces charges sociales vont diminuer. Donc je vais générer des flux de trésorerie positifs sur le moyen terme, c'est-à-dire quand j'aurai le remboursement des cotisations sociales. Et impact immédiat plus vite, c'est que je vais baisser aussi mon impôt sur le revenu. Est-ce qu'il peut y avoir un effet ciseau de ce que vous venez de dire ? Alors, l'effet ciseau, non. Par contre, cet effet, quand je suis en contrat de crédit bail nouveau et que je choisis une durée plus courte que ce que j'avais avant, à activité constante, c'est-à-dire recettes constantes et autres charges constantes, mécaniquement, je vais avoir un gain d'impôt sur le revenu et de charges sociales. L'année suivante, si mes revenus sont constants, que mes charges sont constantes,
la seule variation de mon bénéfice résultera du remboursement de cotisations sociales en N+1, qui fait que j'aurai effectivement un petit rappel de charges sociales liées à l'exercice précédent. Et donc, ce qui est à prendre en considération, pour terminer, c'est que, enfin, on n'a pas parlé de l'allocation, mais ce qu'il faut prendre en considération, c'est qu'il faut prendre en considération le bénéfice, la durée d'amortissement comptable. Oui, et la trésorerie surtout. La trésorerie et aussi un petit peu les intérêts qui sont à prendre en considération par rapport à... Oui, alors les intérêts, aujourd'hui, vu le coût de financement, je veux dire, c'est pas dire que c'est ridicule, mais c'est très peu cher. Donc je ne pense pas que ça doit être l'argument numéro un. Je pense que le choix du financement est surtout, je dirais, la résultante, je dirais, du mode d'utilisation du bien que j'acquiers et surtout de ma capacité à bien gérer ma trésorerie. Ok. Est-ce que vous voulez faire un petit mot sur l'allocation, ce que vous en pensez? Alors, l'allocation, c'est vrai que ça ne se répand pas trop, on ne la retrouve pas. La location, c'est par définition une location pure et simple, c'est-à-dire que là, on ne va pas être propriétaire d'un bien au début ou en fin de contrat. La location, elle est surtout, entre guillemets, justifiée quand je suis sur des biens, soit qui évoluent rapidement, et donc je veux toujours être à la pointe, soit sur des biens, je vais dire, de seconde importance. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément privilégié puisque j'en suis jamais propriétaire et j'ai surtout pas la capacité à en devenir propriétaire lorsque je signe un contrat de location. Ok. Merci beaucoup, Monsieur Claude. De rien.